Bonjour à tous, une vidéo pour s'intéresser au mouvement des objets. Alors un exemple ici pour découvrir que les mouvements des objets sont relatifs. Qu'est-ce que ça veut dire que les mouvements des objets sont relatifs? Eh bien pour comprendre, on va étudier en détail les mouvements de quatre personnages A, B, C et D par rapport à une plaque noire qui est au sol et par rapport à une marche de l'escalier roulant. Alors, si on s'intéresse au mouvement des personnages par rapport à la plaque noire qui est au sol, eh bien, on remarque que l'escalier roulant, bien sûr, descend. Donc, la distance entre cette plaque noire et les personnages D, B et C diminue. On peut donc dire que les personnages D, B, C sont en mouvement par rapport à cette plaque. Par contre, le personnage A attend le métro et ne bouge pas, donc il est immobile par rapport à cette plaque parce que sa distance par rapport à cette plaque ne varie pas. Donc par rapport à la plaque, A est immobile. Par contre, D, B et C sont en mouvement. Étudions maintenant le mouvement de ces quatre personnages par rapport à la marche noire de l'escalier roulant. Par rapport à cette marche noire, on remarque que la distance entre la marche noire et les personnages A, B et C varie. B et C s'éloignent de la plaque, leur distance augmente. Par contre, ici, on a l'impression que A se rapproche de la marche noire, puisque la distance entre A et la marche noire diminue. Donc, on remarque que les personnages A, C et B sont cette fois-ci en mouvement par rapport à la marche noire. Par contre, la distance entre la marche et D ne varie pas, donc D semble immobile. Donc, ce personnage D semble immobile par rapport à la marche noire, mais en mouvement par rapport à la plaque noire qui est sur le sol. On découvre ainsi que le mouvement d'un personnage dépend de l'endroit par rapport auquel on observe ce personnage. Si on observe son mouvement par rapport à une marche de l'escalier, il ne bouge pas. Si on observe son mouvement par rapport à la plaque noire, il bouge. On dit que les mouvements sont relatifs. Voilà, donc un objet peut être en mouvement pour un observateur et complètement immobile pour un autre observateur. On dit que les mouvements des objets sont relatifs à l'observateur. Alors, deuxième notion, la notion de trajectoire, que représentent ici les points rouges sur ce schéma. Eh bien, les points rouges représentent le déplacement du ballon au cours du temps. Donc, cette courbe imaginaire qui relie toutes les positions du ballon au cours du temps, on appelle ça une trajectoire. Alors ici, une chronophotographie, on définira après ce que c'est qu'une chronophotographie, mais si je relie toutes les positions du skieur au cours du temps, eh bien j'obtiens sa trajectoire. Voilà. Alors ici, on voit que les fumées blanches produites par les avions représentent les trajectoires des deux avions dans l'espace. Donc ça représente les positions des avions au cours du temps. Alors il existe deux types de trajectoires bien particulières, les trajectoires circulaires et les trajectoires rectilignes. Quand peut-on dire qu'un objet a un mouvement circulaire? Eh bien tout simplement quand sa trajectoire décrit un cercle. Quand peut-on dire qu'un objet a un mouvement rectiligne? Eh bien tout simplement quand sa trajectoire décrit une droite. Alors si je prends encore deux autres exemples ici, vous voyez ici le manège. Le mouvement du manège décrit un cercle. Donc ici, j'ai un manège qui a un mouvement circulaire. Ici, les personnes qui montent le long de la tour, leur mouvement décrit une droite. Donc eux, ils ont un mouvement rectiligne. Voilà. Alors ça, c'est un mouvement quelconque. Quand le mouvement est quelconque, on dit qu'il est curviligne. Donc la trajectoire est le chemin suivi par un objet dans l'espace. Si cette trajectoire est une droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Si cette trajectoire est un cercle, on dit que le mouvement est circulaire. Si cette trajectoire est quelconque, on dit que le mouvement est curviligne. Alors, la vitesse des objets en ville est très variable, dépend des objets. Les vitesses limites, par exemple, pour une voiture, c'est 50 km par heure, pour un bus, 50 km par heure, pour un personnage, 5 km par heure, un vélo, 20 km par heure, etc.
Comment fait-on pour calculer la vitesse? Quelle opération mathématique doit-on faire pour calculer la vitesse? Alors ça, vous l'avez déjà vu en maths. Pour calculer la vitesse, il suffit de diviser la distance par le temps. Donc on écrit la formule mathématique V égale D divisé par T, avec D qui est la distance, T qui est le temps et V qui est la vitesse. Attention aux unités, si la distance est en mètres, le temps en secondes, la vitesse est en mètres par seconde, et si la distance est en kilomètres, le temps en heures, la vitesse est en kilomètres par heure. Voilà. Donc on fera quelques exercices avec cette formule. Alors la chronophotographie, qu'est-ce que c'est? Vous avez déjà eu un exemple tout à l'heure. Eh bien, une chronophotographie consiste à photographier un objet en mouvement sur la même photo à intervalles de temps réguliers. Vous voyez ici une gymnaste qui fait la roue. Grâce à cette technique, on peut repérer les mouvements de la gymnaste au cours du temps et s'il y a un défaut dans son mouvement, eh bien son entraîneur pourra le corriger ou aider le gymnaste à corriger ce défaut. Vous avez ici un golfeur qui tape dans la balle, ici un personnage qui fait du saut en hauteur. On peut analyser ces mouvements et vérifier que ces mouvements sont parfaits. Ça sert à repérer, par exemple, si un objet est en mouvement accéléré, ralenti ou uniforme. Alors, c'est quoi un mouvement uniforme? Ici, on a chronophotographié un cycliste toutes les secondes. Eh bien, on voit que la distance parcourue par le cycliste ne varie pas. Sa vitesse est constante. On dit qu'il a un mouvement uniforme. Si la distance toutes les secondes augmente, si la distance parcourue toutes les secondes augmente, sa vitesse augmente, on dit qu'il a un mouvement accéléré. Et par contre, si la distance parcourue diminue toutes les secondes, eh bien on dit que son mouvement est ralenti. Voilà. Donc on peut avoir trois types de mouvements. Un mouvement uniforme, quand la vitesse est constante, mouvement accéléré ou mouvement ralenti. Alors, quelques ordres de grandeur maintenant de la vitesse. Un escargot se déplace à la vitesse de 4 mètres par seconde. Un guépard à la vitesse de 110 km par heure, vitesse de pointe, bien sûr, qu'il peut tenir quelques secondes. C'est l'animal le plus rapide sur Terre. Le mur du son, c'est 1324 km par heure. C'est la vitesse de déplacement du son dans l'air. Fusée 40 000 km/h. Et enfin, 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière, c'est la vitesse la plus rapide qui existe dans l'univers. Alors quand un avion accélère, il va de plus en plus vite, il produit bien sûr du son, les réacteurs des avions produisent du son, donc là l'avion est à 400 km/h. Ici, les petits cercles représentent les ondes sonores qu'il produit. À 1000 km/h, on voit que l'avion se rapproche des ondes sonores qu'il produit. Et quand il atteint la vitesse du son, eh bien, il passe à travers le son qu'il produit. On entend un bang. On dit que l'avion a dépassé le mur du son. Et quand l'avion dépasse le mur du son, eh bien, vous voyez, il se forme comme un cône de nuages autour de la structure de l'avion. Dans ce cas-là, l'avion va plus vite que le son qu'il produit. On dit qu'il dépasse le mur du son.